Vous préférez que je prenne le micro ou c'est mieux comme ça? Bon, bah, bonsoir à tous, merci d'être venus. Donc l'objectif c'est de vous montrer un petit peu les réflexes à avoir face à une plaie de main, parce qu'il y en a quand même beaucoup sur les territoires. Et puis après vous présenter rapidement quelques petites spécificités qu'on fait avec Philippe Rouvreau, mon confrère au bloc opératoire, qui sont des choses un petit peu, on va dire, nouvelles et qu'on voulait vous présenter. Alors, qu'est-ce que vous faites quand vous avez un patient qui vient vous voir comme ceci? Quelle est votre conduite à tenir? Vous l'envoyez aux urgences, très bien. Et qu'est-ce que vous faites aux urgences? Est-ce que vous l'explorez ou pas? Ouais. Bah, en fait, c'est un peu ça le message qu'on veut vous faire passer, c'est qu'en fait vous avez une plaie de main, bah, vous appelez le chirurgien. Parce que aux urgences c'est quand même très compliqué pour vous, parce que vous avez des pinces en plastique, je le sais, hein, j'ai fait beaucoup de gardes aux urgences, vous n'avez pas de garrot, l'anesthésie locale c'est quand même un peu capricieux, ça met parfois du temps à prendre, etc. Et ça saigne, il n'y a pas d'aspiration, enfin on est tout pour être mal, et très souvent on n'est pas sûr de son examen et on finit par envoyer le patient au bloc. Donc souvent on lui fait mal, on le stresse, etc. pour finalement pas grand chose, parce que la plupart du temps c'est des choses qui vont être explorées au bloc opératoire. Donc le message c'est une plaie de main, bah, on appelle le chirurgien de garde. Donc pas d'exploration, ce qui est bien c'est de faire des photos, vous nous envoyez la photo, déjà on a énormément d'informations avec une simple photo. Parce qu'en chirurgie de la main, en fait, il y a énormément de pièges. Le pointeur, c'est là, d'accord. Déjà sur la face dorsale de la main, sur le système des extenseurs, on se rend compte que c'est une anatomie complexe. C'est pas une simple bande qui part du tendon comme un tendon rotulien, par exemple. C'est une anatomie qui est un peu plus complexe. On a par exemple un tendon propre et un tendon commun pour le deuxième doigt et pour l'index. Donc il y a deux tendons extenseurs pour l'index, contrairement aux autres doigts où il n'y en a qu'un. On a des junctura tendinum qui sont des communications entre les tendons. Donc on regarde sur la face dorsale de la main, hein, pas sur les doigts. Et donc toutes ces choses font qu'on peut avoir un examen clinique normal, mais avoir une vraie lésion tendineuse. On comprend bien que si on a une section ici, du fait des jonctions tendineuses là, on peut passer à côté, ne pas voir déficit d'extension, puisqu'il n'y en aura pas à l'examen clinique, mais il y a une authentique lésion à réparer. Et si on regarde plus précisément, si on zoome sur un doigt, on s'aperçoit que l'anatomie est quand même très complexe par rapport au fléchisseur, par exemple, puisqu'on a une sorte de plexus de faisceau et pas une simple bande. On voit ici la bandelette terminale, ici les deux bandelettes collatérales ou latérales, la bandelette médiane, et puis la dossière avec les connexions des muscles intrinsèques, donc les lombricaux et les interosseux. Les fléchisseurs, c'est pareil, c'est pas explorable aux urgences parce que ils sont en situation anatomique profonde, ils sont situés dans une gaine synoviale avec un système de poulies, donc les différentes poulies, les poulies arciformes et cruciformes, qui ont leur importance pour que le tendon reste plaqué au squelette durant les mouvements de flexion et que le mouvement soit efficace. C'est des choses qu'il va falloir également réparer. De plus, ils sont vraiment collés aux pédicules artério-nerveux collatéraux. Donc, il faut se rappeler qu'il y a le nerf collatéral et l'artère qui passent et qui sont vraiment en situation immédiatement à côté du tendon fléchisseur. Donc, bien souvent, quand on a une plaie du tendon fléchisseur, on a également une plaie d'un pédicule associé. Et on voit que l'anatomie est un petit peu complexe également sur les fléchisseurs, parce que là, le fléchisseur superficiel, on s'aperçoit qu'en fait, il devient profond à partir de la première phalange, de la moitié de la première phalange, et il vient passer en fait sous le tendon fléchisseur profond qui lui devient superficiel. Et on a également un système de nutrition qui sont les vincula et qui montre un peu la complexité de l'appareil fléchisseur. Donc nous, on a l'habitude de déterminer les plaies de main en zones, et donc il y a des zones en face dorsale et des zones en face palmaire. Ce qu'il faut retenir,
c'est que les zones impaires, en fait, elles sont en regard des articulations. Donc si on a une plaie tendineuse, très souvent, on a une plaie articulaire associée puisque l'articulation est juste en dessous. Donc les zones 1, 3 et 5, il y a très souvent une plaie articulaire associée. C'est un argument de plus pour aller explorer les plaies de main. Après, on a la zone 7, donc c'est à l'avant-bras. La zone 6, c'est en regard des métacarpiens. Et puis les zones paires qui sont en regard des phalanges P1 et P2. Pour l'appareil fléchisseur, c'est un peu différent. Ce qui est très important en chirurgie de la main, c'est la zone 2, parce que c'est la zone où il y a le canal digital, donc la gaine synoviale avec les poulies. Et donc, c'est la zone de nutrition du tendon, la zone où il y a les plans de glissement, et surtout, si la réparation n'est pas parfaite, il peut y avoir un conflit avec les poulies. Et comme il y a cette gaine, il y a aussi un risque d'adhérence. Donc malheureusement, les plaies des fléchisseurs, c'est quasiment tout le temps en zone 2, mais c'est la zone la plus compliquée à traiter. Donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, en zone 1, vous n'avez plus qu'un tendon, c'est la bandelette terminale qu'on voit ici. En zone 2, vous avez 2 bandelettes latérales. En zone 3, donc en regard de l'interphalangienne proximale, vous avez 3 tendons, puisque vous avez les 2 bandelettes et la bandelette terminale, les 2 bandelettes latérales et la bandelette terminale. Zone 4, c'est là où ça trifurque. Et zone 5, il n'y a plus qu'un tendon. Zone 5, zone 6, zone 7. Avec, en zone 5, la dossière des tendons. Donc l'interrogatoire, il est fondamental en chirurgie de la main parce que ça donne quasiment, on a quasiment tous les éléments du diagnostic. Donc il n'y a pas grand chose à demander, il faut savoir en gros quand ça s'est passé, dans quelles circonstances, qu'est-ce qui s'est passé, la latéralité du patient, est-ce qu'il est gaucher ou droitier, quel travail il fait, savoir s'il a des allergies bien sûr, si les vaccins sont à jour et à quelle heure il a mangé, et puis s'il a mal. Donc l'interrogatoire, c'est vraiment fondamental. Et puis ce qui est très important également, devant une plaie de la main, c'est l'inspection, parce que ça vous donne quasiment tous les éléments. Donc là, on a déjà, sur cette photo, on voit une plaie importante qui a été suturée aux urgences. Et on a quand même pas mal d'informations. La première, c'est qu'on voit que le doigt, il est vascularisé. Donc la plaie, elle croise les 2 pédicules, mais finalement, le doigt reste vascularisé. Donc c'est pas une réimplantation, c'est pas une urgence absolue. Il y a peut-être une lésion d'un pédicule, mais en tout cas pas des 2, puisqu'il n'y a pas d'ischémie distale. La deuxième chose qu'il faut regarder, c'est qu'on a une perte de la cascade physiologique. En fait, naturellement, quand vous êtes en position de repos, vous pouvez regarder sur vos mains, vous avez le majeur qui est plus fléchi que l'index, qui est moins fléchi que le 4e, et le 5e qui est le plus fléchi. C'est la position de repos de la main. Là, le patient, il est en position de repos, main étendue sur table, et on s'aperçoit qu'il a une extension permanente du 5e doigt. Donc quand on a ça, on est certain que le fléchisseur profond est rompu, et peut-être le superficiel, ça dépend de la zone, mais là, on a une extension de la phalange distale, donc on est certain que le fléchisseur profond est rompu. Donc ça va directement au bloc, surtout qu'il peut y être très vraisemblablement avoir une lésion nerveuse à suturer. L'examen sensitif, il est très important, mais il est très difficile parce que le patient, il va souvent être stressé. Les plaies de main, voilà, c'est comme toute plaie, c'est angoissant, mais spécialement les plaies de main, il va avoir mal, etc. Donc on va avoir du mal à le faire. Et souvent, il va être faussé parce qu'en fait, on touche la main du patient, on lui demande s'il sent, et comme il nous voit toucher la main, il va dire oui, je sens. Et donc, en fait, il faut lui demander de fermer les yeux, commencer par examiner la main saine pour qu'il comprenne un petit peu ce qu'on va faire en fait et commencer à l'examiner sur le plan sensitif sur la main qui va bien. Et c'est que comme ça qu'on n'aura pas d'erreur, parce qu'à tous les coups, s'il regarde, il va dire oui, je sens. Et en fait, on aura une lésion nerveuse. Et c'est important parce que les lésions nerveuses, il faut les réparer. Donc, voilà, yeux fermés, main contralatérale pour l'examen sensitif, c'est très important. Ça, c'est les dermatomes que vous avez tous appris en anatomie, mais finalement, en chirurgie de la main, on raisonne pas tellement en territoire radial, ulnaire ou médian, sauf dans les causes dégénératives compressives, mais en traumatologie de la main, on raisonne plus par hémipulpe, puisqu'on sait qu'on a un nerf qui passe ici, un collatéral radial et un collatéral ulnaire, et ceci sur chaque doigt. Donc on va plutôt tester l'hémipulpe radial, l'hémipulpe ulnaire du doigt traumatisé pour savoir si le nerf est sectionné ou pas.
Donc le testing, le testing actif, vous demandez au patient de bouger les doigts, c'est important. Ce qui est important aussi, c'est le testing passif avec l'effet Ténodèse qu'on va voir plus loin. Là, on voit par exemple, non, c'est sur la diapo d'après, je pense. Oui. Donc voici les différentes manœuvres à réaliser. Donc, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on teste quand on fait cette manœuvre-là? Pardon? Ouais, exactement. Le fléchisseur superficiel. Donc en fait, on immobilise les doigts voisins pour neutraliser et pour neutraliser le fléchisseur profond en fait et tester que le superficiel. Ici, si on met le doigt en extension et qu'on fait une opposition sur P2, on va tester donc le fléchisseur profond. Et enfin, ce qui est important également, c'est de tester l'extenseur propre, on oublie souvent de le faire, du deuxième et du cinquième doigt. Donc en fait, on demande au patient de faire les cornes comme ça. S'il n'y arrive pas, c'est que le propre de l'index ou de l'auriculaire sont sectionnés. Et on teste également de façon analytique l'extension de l'IPD, de l'IPP et de l'AMP en opposant une résistance contre la troisième phalange, la deuxième et la première phalange. Pour le pouce, c'est un petit peu différent. Le long extension du pouce, contrairement à ce qu'on croit, il se teste dans le plan de la table. Donc on demande au patient de poser la main sur la table et puis on lui demande de lever le pouce. C'est un peu matérialisé là avec le stylo qui est en opposition contre l'ongle. Et on demande vraiment au patient de faire une rétropulsion de la colonne du pouce. C'est comme ça qu'on le teste. Dans le plan de la table, on teste le court extenseur du pouce en mettant une opposition contre la première phalange. Donc les effets Ténodèse, il faut se rappeler qu'en extension du poignet, vous allez avoir une flexion automatique des doigts, et en flexion du poignet, vous allez avoir en extension de poignet, vous allez avoir une flexion automatique des doigts, et en flexion de poignet, vous allez avoir une extension automatique des doigts. Alors là, c'est une vidéo. Donc c'est un patient cuisinier qui s'est fait une plaie de la face dorsale de main. On constate que les effets Ténodèse, ils sont normaux, ils sont conservés. Là, déjà, on a le diagnostic en fait, parce qu'on voit qu'on a spontanément une perte de la cascade physiologique avec un cinquième doigt en hyperextension. Et si on fait l'effet Ténodèse, on voit bien qu'il ne se passe rien, contrairement aux doigts voisins. Donc, il est important de mettre toutes les plaies de main sous antibiotiques, de vérifier le statut vaccinal et puis d'être sûr que le patient n'ait pas mangé dans l'optique de le passer au bloc. Les antibiotiques en plaie de main, en traumatologie, il faut toujours en mettre, mais il ne faut jamais en mettre si vous êtes face à un sepsis en fait. Si c'est une plaie infectée, un panari, un phlegmon, ce que vous voulez, il ne faut pas mettre d'antibiotiques avant le bloc. Vraiment, les antibiotiques, c'est toujours en cas de plaie, mais jamais en cas d'infection. Parce que nous, on va faire les prélèvements au bloc et les germes sont toujours décapités s'il y a eu une prise d'antibiotiques avant. Donc en traumatologie, l'augmentin, c'est bien, on donne 1 gramme avant le bloc, et puis après, selon les lésions, on va poursuivre ou non l'antibiothérapie. Faire le rappel tétanos si ça n'a pas été fait. Alors ça, c'est un patient qui a une plaie de la face dorsale de la métacarpophalangienne du pouce. Qu'est-ce que vous faites là comme pansement si vous êtes aux urgences? Est-ce que vous mettez un pansement bétadiné? Est-ce que vous mettez de l'eau oxygénée? Qu'est-ce que vous faites devant ces plaies-là? Pardon? Un pansement sec, c'est bien, ouais. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que, ce qu'il faut savoir, c'est que les antiseptiques, c'est chondrotoxique, ça abîme le cartilage. Donc, quand on a une plaie en regard d'une articulation, donc potentiellement qu'on a une ouverture articulaire, il faut surtout pas mettre de bétadine, d'oxygéné ou de daquin, donc pas de bétatul, de choses comme ça. Ces pansements avec compresse et bande, c'est parfait pour nous. En fait, si on regarde un petit peu de plus près cette lésion, en fait, là, on voit, hein, la métacarpophalangienne, elle est en distraction. Et donc là, on voit un espace noir. En fait, c'est l'interligne articulaire qu'on voit là.
Et donc, c'est une plaie grave, puisque ça veut dire que l'extenseur a été rompu, que la capsule est ouverte. Là, on devine la tête du premier métacarpien, la base de la première phalange. Ici, on a suturé la capsule articulaire, et donc fermé la plaie articulaire. Et enfin, il reste le tendon à suturer après. Avec, on voit la dossière du tendon du long extenseur du pouce. Si vous avez une amputation digitale, le bon réflexe, c'est d'envoyer le doigt avec le patient, parce que ça arrive très souvent qu'on nous envoie le patient et que le doigt soit resté sur le chantier, soit à la maison, soit parfois le patient il monte et le doigt est encore aux urgences. Donc ça, c'est embêtant, parce que pas de doigt, pas de chocolat. Voilà. Pour conserver pour conserver le membre, en fait, il faut l'enrouler dans une compresse, le mettre dans un sac en plastique et mettre le sac dans un sac au frais avec des glaçons. Mais il ne faut pas mettre le membre au contact direct de la glace parce qu'on va faire des lésions, sinon des vaisseaux, et la réimplantation ne sera pas possible. Ça, c'est un exemple d'un patient qui s'est fait amputer sur un chantier. C'est un accident de travail. C'est un travailleur manuel. Il avait un stripping complet de l'annulaire avec ses tendons qui étaient avulsés dans l'avant-bras. Hein. Donc on avait le doigt plus tout l'appareil tendineux. C'était pas réimplantable parce que les artères sont également strippées, les nerfs aussi. Donc ce patient il voulait absolument garder son petit moignon de première phalange, donc on lui a fait un petit lambeau d'avancement pour qu'il garde ça. Et en fait, il a choisi ça parce qu'on lui a expliqué que comme il était travailleur de force, il a besoin d'avoir une largeur, une palette métacarpienne large. Parce que on pourrait très bien faire ça, une amputation métacarpienne, comme on a fait pour cette jeune fille qui avait perdu un doigt et qui voulait pas d'un moignon. C'est beaucoup plus discret, mais en fait la main elle est beaucoup plus fine. Et donc chez les travailleurs de force c'est un petit peu embêtant parce qu'ils ont une perte de force significative. Ça c'est juste pour faire un petit rappel parce que très souvent on nous appelle en nous disant j'ai un patient qui a un phlegmon d'un doigt. Et en fait, les phlegmons, c'est une infection, mais toutes les infections des doigts ne sont pas des phlegmons. Le terme phlegmon, c'est vraiment réservé à l'inoculation de la gaine synoviale. Donc c'est quand on a une infection de la gaine synoviale. Donc en fait, là, on a un phlegmon. On voit qu'on a un gros doigt rouge, chaud, douloureux. Ça correspond à la zone 2 qu'on a montré tout à l'heure en diapositive. Le doigt, il est spontanément en flessum. Vous allez avoir des douleurs électives à la palpation du cul-de-sac de la gaine et vous n'allez pas pouvoir mettre le doigt en extension parce que le patient il va hurler de douleur. Donc ça, c'est un phlegmon, c'est un vrai phlegmon. De même que les phlegmons n'existent pas à la face dorsale, puisque les extenseurs sont dénués de gaine anatomiquement. Donc on ne peut pas avoir de phlegmon à la face dorsale de la main. Le phlegmon, c'est vraiment réservé à cette zone-là, à la zone 2 des fléchisseurs. Le panari, c'est quand on a un périonnexis, quand on a une infection autour de l'ongle. Ça peut communiquer avec la pulpe, et c'est ce qu'on appelle les panaries en boutonnière. Et ça, finalement, c'est un simple abcès. Donc phlegmon, infection de la gaine, et panari, infection autour de l'ongle. Le reste, c'est des abcès. Donc là, il ne faut jamais mettre d'antibiotiques. C'est le seul cas où on ne vous demandera pas d'en mettre. Ça passe toujours au bloc, puisque c'est un sepsis. Et donc, on met de façon probabiliste des antibiotiques qu'on adapte secondairement au prélèvement qu'on a fait pendant la chirurgie. Excusez-moi. Et donc, classiquement, ici en Calédonie, dans le cas des sepsis, on a plutôt tendance à mettre de la piostacine parce qu'on a énormément de SARM. Donc, on met de la piostacine et puis on réévalue. On a l'antibiogramme dans les 2-3 jours. Et on réévalue en fonction, mais dans 95% des cas, la piostacine suffit à régler tous les problèmes septiques. Une autre question fréquente, on nous appelle souvent pour des fractures du col de M5. On en a énormément ici. Moi, pendant mon internat en France, j'ai jamais posé une plaque. Mon internat et mon clinica, j'ai jamais posé une plaque de métacarpien. Ici, on en fait
peut-être 2 par mois. Enfin, on en a vraiment énormément. Et donc, on nous appelle très souvent pour des fractures du col de M5. Il faut se rappeler qu'en fait, anatomiquement, la métaphyse de M5, elle est en flessum. Donc en fait, cette fracture, celle-là, finalement, elle est quasiment pas déplacée. On peut dire qu'elle a une angulation physiologique. Ce qui est vraiment important, c'est l'examen clinique et la recherche d'une clinodactylie. Donc on va demander au patient de fermer la main. Si on voit que les doigts ils convergent tous vers le tubercule du scaphoïde sans chevaucher, on sait qu'on n'a pas de trouble d'axe et donc il faut traiter le patient avec une syndactylie. Si au contraire, on a un chevauchement des doigts, là on a un trouble d'axe et il existe une indication opératoire. Et donc, l'indication opératoire, le patient va avoir sa chirurgie. Dans l'autre cas, et quasiment dans tous les cas d'ailleurs, parce qu'il y en a énormément qu'on traite orthopédiquement, on va avoir recours à la syndactylie. Mais c'est un système qui doit être dynamique. Ce qui est important dans la syndactylie, c'est de laisser les interphalangiennes du doigt blessé et du doigt voisin libres, ainsi que les métacarpophalangiennes et les interphalangiennes distales. L'idée, c'est que le doigt puisse mécaniquement s'enrouler, se fléchir, sans contrainte sur les articulations, pour permettre ce qu'on appelle le ligamentotaxis. En fait, il faut imaginer comme un sucre d'orge que vous cassez. Si vous tirez sur les deux extrémités, les fragments ils vont se mettre parfaitement en place. Et bien là, la syndactylie, le fait que ce soit dynamique, c'est un peu pareil. Parce que en faisant bouger le doigt, en gardant bien sûr en gardien des axes, le doigt contralatéral qui est sain, vous allez tendre le système fléchisseur, le système extenseur, les ligaments intrinsèques, etc. Et du coup, vous avez plutôt tendance à avoir, avec le mouvement, une réduction de la déformation et éviter la raideur. Parce que c'est vrai que l'autre façon de faire, c'est de mettre les patients en position intrinsèque plus pendant 6 semaines, mais en pratique, ils vont pas bien, ils ont des mois et des mois de kinésithérapie, donc il vaut mieux leur prescrire soit un velcro, soit des syndactylides toutes prêtes de pharmacie. Ce qui marche très bien, hein, c'est un tensoplaste sur P1, sur P2, en laissant les articulaires libres, et les patients ils bougent tout de suite, ils n'ont pas de raideur, ils n'ont pas de kiné, et on les surveille quand même avec une radio tous les 15 jours pendant 6 semaines, mais la plupart du temps ça se passe bien et on n'a pas besoin de les opérer. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un phlegmon, c'est un panari, c'est un abcès. Pardon? En fait, ça c'est ce qu'on redoute en chirurgie de la main. Très souvent, les plaies comme ça, on dit ah c'est ponctiforme, c'est rien du tout. Donc effectivement, comme vous dites, il faut se baser sur le contexte. Donc si c'est quelqu'un qui travaille dans une usine, si c'est un peintre, etc., ce qu'il faut redouter là-dessus, mais en fait vous allez l'avoir avec l'interrogatoire, c'est l'injection sous pression, parce que c'est une urgence qui est méconnue. C'est souvent une plaie à la main gauche chez un patient droitier ou l'inverse, donc c'est souvent le membre non dominant qui est blessé. Et c'est vraiment pour nous l'extrême urgence parce qu'on a un risque de nécrose énorme. Et en fait, c'est des gens qui servent d'un pistolet à haute pression, donc soit pour peindre, soit pour mettre des lubrifiants, des choses comme ça dans l'industrie. Ça fait une plaie punctiforme et en fait, le produit il va se répandre sous pression, il va dilacérer les tissus, il va augmenter la pression et puis il va avoir sa toxicité propre. Donc on a un risque de nécrose qui est très important. Et ce qui est embêtant, c'est que ça diffuse énormément. Quand on voit ça, on a l'impression que c'est localisé ici. En fait, ces gens-là, on les opère, on fait un abord palmaire du doigt, bien souvent jusqu'à la paume, et on retrouve du produit également à la face dorsale. Donc on est vraiment obligé de regarder partout, ça diffuse vraiment partout. Donc ça, c'est vraiment l'urgence extrême avec l'amputation de doigts. Et c'est quelque chose qui souvent passe inaperçu parce que c'est vraiment méconnu. Donc s'il faut retenir en chirurgie de la main, c'est que l'interrogatoire il est fondamental. Il n'y a pas grand chose à poser comme question, il y en a 7. Elles commencent toutes par un A, donc vous pouvez penser à une voiture pour vous en rappeler. Et puis l'examen clinique, c'est assez facile. En fait, vous regardez, est-ce qu'il y a une perte ou non de la cascade physiologique? Est-ce que le doigt est vascularisé? Vous faites le testing yeux fermés, main contralatérale pour connaître la sensibilité du patient. Vous regardez les ténodèses et puis vous pouvez faire le testing actif. Mais rien qu'avec ça, vous avez un diagnostic précis et vous savez ce qu'on va faire au patient, en fait, ce qu'il faut réparer, quoi.
Voilà, ça c'était pour la première partie sur les urgences de la main. Est-ce que c'est clair? Donc, je voulais vous parler rapidement des prothèses digitales métacarpophalangènes et interphalangènes proximales, parce que on vient de les avoir sur les territoires. On s'est un peu battu pendant des mois avec les laboratoires, et donc on est content parce qu'on peut répondre à certains patients qui ont des problèmes d'arthrose. Donc, vous voyez, c'est vraiment des toutes petites prothèses. Hein. Ça, c'est les tailles pour les interphalangiennes proximales. Et ça, c'est les tailles pour les métacarpophalangiennes. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'ancillaire. Donc, c'est ce qui nous aide à poser la prothèse. Donc, on a une petite pointe, des râpes, et puis des râpes graduées pour mesurer et connaître à peu près la taille qu'on va mettre. Donc, c'est des implants qui sont en silicone, qui sont monoblocs, qui sont dotés d'une petite charnière. L'objectif, c'est 0,90 pour la MP comme pour l'IP. Et en fait, on les cimente pas, on les rentre, ce qu'on appelle en press-fit. Ça veut dire que l'implant est un tout petit peu surdimensionné par rapport au travail qu'on aura fait au rap. Et comme ça, on vient le bloquer en fait dans la diaphyse en amont et en aval. Donc les indications, c'est surtout l'arthrose, hein, les maladies rhumatismales ou l'arthrose post-traumatique. Et dans des rares cas, comme ici, on peut avoir recours, il y a certaines équipes en France qui le font, quand on a une pulvérisation d'une articulation, d'une métaphyse, on peut avoir recours d'emblée, après avoir fait un lavage très soigneux et une réparation des éléments autour, à l'implantation directement d'une prothèse quand on a vraiment une comminution importante et que l'articulation est condamnée, quoi. Donc c'est une chirurgie qui est vraiment très simple. On fait un abord dorsal centré sur l'articulation, donc soit sur l'IPP, soit sur la MCP. On fait une voie transtendineuse et on procède à l'arthrotomie. On a les petits sizers là, que je vous ai montré tout à l'heure sur la diapositive, qui nous permettent en fait d'avoir une idée de la taille en les comparant à l'articulation. Et puis on fait la résection osseuse en fonction de ça. Donc on coupe l'épiphyse et la métaphyse en amont et en aval. Après on vient avec nos systèmes de rap préparer l'emplacement pour les tiges. Et enfin on implante la prothèse. Donc là, c'est une patiente qui a une arthrose digitale du majeur qui est vraiment très évolué. On voit qu'il y a un pincement complet de l'interligne. Et elle avait également une arthrose de l'IPP du 4e doigt. Cette dame, elle a eu des dizaines d'infiltrations. Elle a eu très mal. Et les infiltrations finissaient par plus marcher. Donc on a fini par lui mettre une prothèse interphalangienne. Donc je ne sais pas si vous la voyez, c'est vraiment... elle est là en fait. Et donc on voit qu'on ça restaure entre guillemets un interligne articulaire et ça supprime les douleurs. Et ça donne des amplitudes assez satisfaisantes puisque c'est des amplitudes entre 0 et 90 degrés, quoi. 0 degré d'extension et 90 degrés de flexion. Maintenant, un petit mot sur la navigation en chirurgie prothétique. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, vous devez le voir tout le temps dans nos comptes rendus opératoires qu'on parle de navigation. En fait, la navigation, c'est juste assister la pose de la prothèse à l'aide d'un ordinateur. Donc, ça peut être pour poser une prothèse de hanche, d'épaule, ce qu'on veut. Nous, en pratique, on s'en sert surtout pour les prothèses totales de genoux. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc le système de navigation, c'est assez simple. On a des capteurs en fait. Donc dans le cas d'une prothèse de genou, on va avoir 2 fiches à mettre sur le tibia, 2 fiches à mettre sur le fémur, des capteurs optoélectroniques, une caméra infrarouge qui va envoyer un rayonnement au capteur qui va être réfléchi, capté et retransmis à l'ordinateur. Donc on a un grand écran qui est tactile. En général, c'est le circulant qui touche pour éviter de se déstériliser et de changer de gants. Mais voilà, c'est un interface qui est très simple et qui nous permet en fait de faire une modélisation 3D du squelette du patient, de son articulation et de la cinématique de cette articulation, et puis surtout de modéliser les implants et leur position dans l'espace. Et donc avec ça, on va pouvoir avoir tous les éléments pour que la pose de la prothèse soit optimale.
En fait, la navigation, on en parle, mais c'est quelque chose qui est vieux, qui a presque 30 ans. La première prothèse de genou, elle a été posée à Grenoble, au CHU de Grenoble, par l'équipe du professeur Saragaglia. Et en fait, c'est pas si répandu que ça, la navigation. Et c'est un coût, parce que effectivement, il faut avoir le logiciel, l'ordinateur. Les capteurs, ils sont à usage unique. Ça coûte une centaine d'euros, le pack de capteurs. Et puis forcément, on met des fiches au tibia, au fémur, qu'on met pas en cas de chirurgie, on va dire, classique. Et donc ça fait perdre un petit peu de temps. Et donc c'est peu pratiqué. On voit ici, ça c'est l'interface qu'on a au bloc, c'est vraiment l'écran qu'on a. On a la reconstruction 3D du fémur, du tibia, et on a même la position des implants. Ça c'est les implants qu'on pose, ils sont enregistrés dans l'ordinateur. L'ordinateur là, il nous suggère même, vous voyez, pour le composant fémoral, de mettre une taille 8. Donc on a vraiment énormément d'éléments par rapport à la chirurgie classique. Et c'est intéressant en chirurgie du genou particulièrement parce que une prothèse de genou c'est quand même assez exigeant parce on va voir qu'il y a un cahier des charges assez important. Il faut répondre à plusieurs choses. Les objectifs chirurgicaux ils sont assez nombreux. Le premier objectif c'est de restaurer l'axe anatomique. Donc en fait on a envie d'être aligné à 180 degrés, plus ou moins 3 degrés, on s'accorde 3 degrés de varus ou de valgus. Si le patient est valgus, vaut mieux être à 183, s'il est varus, vaut mieux être à 177. Mais globalement, on vise l'axe neutre, 180 degrés. C'est ce qu'on appelle l'angle HKA pour hip, knee, ankle, et donc c'est l'angle formé par les points d'intersection du centre de la tête fémorale, du centre du genou et du centre de la cheville. Ensuite, il faut que la prothèse elle soit stable. Parce que si elle est parfaitement alignée, mais qu'elle est instable, le patient il va pas être content, il va pas aller bien. Donc elle doit être stable au cours pendant toute la flexion et toute l'extension, la prothèse elle doit rester stable et il faut conserver un peu cette isométrie. Il faut que les ligaments ils restent parfaitement équilibrés au cours de toute l'amplitude du patient. Sinon ça n'ira pas. Elle doit être mobile, parce qu'un patient qui n'étend pas, qui garde un flexum ou qui ne plie pas, c'est pareil, il va plus avoir mal, mais on va lui retirer une composante des douleurs, mais si la prothèse n'est pas mobile, ça n'a aucun intérêt. Et ensuite, faut qu'elle soit bien posée pour pas qu'il y ait de conflits, de douleurs, de choses comme ça. Et donc, quand on regarde une prothèse de genou, je vous en ai amené une là, on voit que par exemple sur le fémur, il faut faire une coupe antérieure, une coupe postérieure, une coupe distale, les chanfreins antérieurs, les chanfreins postérieurs. Sachant que globalement, la coupe distale, elle va être perpendiculaire à l'axe anatomique, à l'axe mécanique du fémur. Et la coupe tibiale, on met un tout petit peu de pente postérieure, mais on l'a fait dans le plan frontal. Pareil, de façon orthogonale au tibia. Donc on voit qu'il y a quand même, par le nombre de coupes, il y a quand même un risque d'erreur qui se cumule. Et donc c'est pour ça que la navigation paraît intéressante pour gagner en précision. La deuxième chose, dans la prothèse de genou, c'est l'équilibrage ligamentaire. Si vous abîmez un ligament en posant la prothèse, même si elle est parfaitement posée, ça ne va pas bien se passer parce que vous allez avoir une décoaptation à la marche parce que l'enveloppe ligamentaire a été abîmée. Et donc ça, c'est un petit peu ce qu'explique la théorie d'Insoll avec ce qu'on appelle le gap en flexion et le gap en extension. C'est la théorie des rectangles. En fait, on veut que... l'objectif principal, historiquement, des prothèses, c'est de faire des coupes orthogonales au fémur, orthogonales au tibia, et d'ensuite, l'espace créé par les coupes, s'il est trapézoïdal, faire des gestes de relâchement ligamentaire qu'on appelle le release. En fait, on vient décoller un petit peu les ligaments pour obtenir un rectangle, pour que l'espace de la prothèse en flexion soit égal à l'espace en extension. Et ça, c'est le seul garant pour avoir une isométrie favorable, c'est-à-dire des ligaments correctement tendus en extension et en flexion. Donc ça, c'est vraiment le dogme principal qui a été introduit par ce monsieur. Et c'est comme ça qu'on a été éduqué à poser les prothèses orthogonales et à faire le release ligamentaire. Pour avoir un espace
après résection osseuse, après les coupes osseuses, un espace identique en flexion et en extension. En extension, pardon, et en flexion, excusez-moi. Et donc, cet objectif d'angle HK à 180 degrés, qu'on s'acharne depuis des années à faire, on l'a évalué avec plusieurs études, des méta-analyses, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que finalement, les patients qui étaient avec un axe, un objectif d'axe atteint, c'est-à-dire, on va dire, entre 177 et 183 degrés, à 20 ans de recul, ils n'allaient pas mieux que ceux qui n'étaient pas dans l'objectif d'axe, qu'on appelle les outliers, qui étaient par exemple à 175 ou 185. Donc on s'est dit, en fait, l'axe c'est important, mais il n'y a peut-être pas que ça. Et cette étude nous a montré qu'en fait, les patients qui allaient bien, c'est les patients qui avaient une bonne stabilité du plan ligamentaire interne et externe. Et donc, ça nous a permis de prendre en considération l'importance de préserver l'enveloppe ligamentaire. Et en fait, on dit que les genoux qu'on appelle oubliés, les patients qui ne se plaignent plus de leur prothèse de genou, c'est les genoux qui sont stables. Et c'est vraiment ça qui est important. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Vous voyez, cette étude, elle date de 2014. Donc, c'est pas très vieux. Et donc, finalement, on a vraiment une évolution des dogmes. Et maintenant, la balance ligamentaire l'emporte sur l'axe. On se bat pendant toute la chirurgie pour avoir une balance ligamentaire équilibrée et pour ne pas abîmer l'enveloppe ligamentaire. Donc, la navigation, elle est intéressante parce que, comme nous montre cette méta-analyse, si on compare les objectifs d'axe avec prothèse naviguée contre prothèse classique mécanique, on s'aperçoit que l'objectif est atteint dans 91% des cas contre 68% des cas avec la technique classique. Donc ça nous incite à se dire, on est plus précis dans les coupes avec la navigation. Ça, c'est pour vous montrer en fait la planification. Donc classiquement, on fait une planification sur un pangonogramme et voilà, on choisit les axes, mais c'est quasiment tout. Grâce à cette navigation, à ce logiciel, on peut vraiment tout faire. Vous avez en haut la fenêtre fémorale, en bas la fenêtre tibiale. On peut régler dans le plan sagittal la position de l'implant, donc le mettre un peu devant ou un peu derrière. Donc en antérieur, en postérieur, on peut gérer le positionnement. On peut gérer également le flexum ou le récurvatum de l'implant dans le plan sagittal, la rotation dans le plan axial, et puis dans le plan frontal, on peut gérer également l'inclinaison en varus ou en valgus. Donc en fait, tous ces paramètres-là, on peut les planifier et dire non, moi je veux qu'elle soit à 0, je veux pas qu'elle dépasse de 5 mm devant, ou je veux, là je suis à 0 de rotation externe, je voudrais mettre 3 degrés de rotation externe, donc on rentre 3 degrés, et en fait, toutes ces marques-là vont être enregistrées par l'ordinateur et vont apparaître comme un objectif à atteindre. Et donc toutes ces lignes blanches qu'on a choisies, en fait, on va les garder pendant toute la procédure, et on va pouvoir avoir un contrôle pendant toute la procédure. Et ce qui est important, c'est surtout ça, c'est la laximétrie. Vous avez ici, en fait, une illustration de la balance ligamentaire. Donc là, c'est la planification, mais en temps réel, on va voir comment se comporte l'enveloppe ligamentaire en fonction de l'orientation des coupes. En fait, ici, vous avez 0 degré, 90 degrés, et puis là, autour de la ligne des 120, elle est là. Là, vous avez le compartiment latéral, et là, vous avez le compartiment médial. Donc en fait, vous avez le comportement du ligament latéral externe et du ligament latéral interne pendant toute la chirurgie. Donc c'est ça qui est vraiment très intéressant. C'est qu'on fait une planification osseuse. Donc là, on a le guide de coupe tibiale. En fait, à l'écran, il va apparaître en bleu. Donc on sait que là, on voit qu'on est bleu. On avait choisi 5 degrés de pente postérieure. Donc en fait, sur l'inclinaison, on est parfait. Après, on avait planifié une coupe à 13,5 en externe et à 11 en interne, puisqu'il y avait un peu d'usure, on coupe forcément un petit peu moins en interne. C'était le cas d'un genou varum. Là, si on veut se mettre sur la planification, en fait, on a juste à rehausser le guide de coupe pour que la ligne bleue épouse la ligne blanche. Et on a, dès qu'on bouge le guide de coupe, qu'on fait nos ajustements, on a en temps réel, en fait, la balance ligamentaire qui apparaît en live. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a une planification osseuse, mais surtout ligamentaire. Donc, en fait,
ça revient, ce petit diagramme, ça revient un peu aux espaces d'insole, en flexion et en extension. C'est notre petit rectangle qu'on a exposé tout à l'heure. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, à chaque étape de la chirurgie, on peut savoir les conséquences que va avoir la coupe sur l'axe et sur le reste des coupes, mais surtout sur la laximétrie et donc sur l'enveloppe ligamentaire. Donc, notre objectif, en fait, c'est vraiment d'avoir ça, d'avoir un rectangle parfait, pour que l'espace en flexion et l'espace en extension soient identiques. Donc ça, c'est un outil précieux qu'on n'a pas en chirurgie classique. En chirurgie classique, la balance ligamentaire, elle s'évalue à l'œil et à la main, mais là, on parle en millimètres, donc c'est vraiment ultra précis. Donc pour nous, les prothèses doivent être naviguées parce qu'on est très précis dans les coupes osseuses et surtout, on respecte complètement la balance ligamentaire parce que ça nous permet d'implanter la prothèse sans toucher au ligament, sans faire de gestes de relâchement, contrairement à ce qu'on faisait il y a encore quelques années. Voilà. Alors, donc là, c'est une photo pour vous illustrer. Donc, on voit le marqueur tibial, le marqueur fémoral, qui sont montés sur des fiches. On a 3 petits capteurs. Donc, c'est ça qu'on prend pour chaque patient. Tout ça, là, c'est stérilisé. Et là, on a le stylet qui nous permet de faire l'acquisition, donc palper les différents reliefs anatomiques. Et ensuite, sur les guides de coupe qu'on a vus avant, on a également des capteurs pour orienter le guide de coupe dans l'espace et pour vérifier, après chaque coupe osseuse, on a une petite platine également montée de capteurs pour valider la coupe, pour être sûr qu'on a bien coupé dans le bon plan, etc. Qu'on a assez de hauteur, etc. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des ténodèses latérales en chirurgie du genou? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on se met à refaire énormément. Et je ne pense pas que ça vous parle. En fait, c'est ce qu'on appelle aussi la plastie extra-articulaire. Donc c'est un geste qui se fait en dehors de l'articulation. Et en fait, c'est quelque chose qui revient à la mode, mais qui est vieux. Qui est vieux comme tout. Donc, qui permet en fait de traiter les ruptures du ligament croisé antérieur. En fait, c'est dans les années 1960, c'est un chirurgien français, c'est Marcel Lemaire. Il a publié en 67, mais il a fait son premier cas en 1960 sur une danseuse d'opéra qui avait une rupture clinique du ligament croisé antérieur. Cliniquement, il n'y avait pas de doute. Elle avait une instabilité, elle n'arrivait plus à danser. Et puis, il a eu l'idée de faire une plastie extra-articulaire. Il s'est dit, je vais prendre un bout de fascia lata. Donc le fascia lata, c'est l'aponévrose de la loge musculaire de la cuisse. Je vais prendre une grande bande de fascia lata que je vais laisser pédiculer au tibia. En fait, là, c'est son site d'insertion sur le tubercule de Gerdy. Et puis, je vais faire un tunnel dans le fémur. Ça va me faire une petite bandelette qui va s'opposer à la translation antérieure du fémur et à la rotation interne du tibia. Et en fait, ça a très bien fonctionné. Donc, il a fait d'autres cas, il a publié sa technique. Et c'est comme ça qu'est née la chirurgie ligamentaire du genou. On a commencé par traiter à l'extérieur du genou un problème intra-articulaire. Donc, c'est quand même pas mal parce que ça a évité de faire une arthrotomie. Et puis après, il y a eu la chirurgie du croisé est née en fait. Il y a eu les Américains qui ont décrit le KJ que vous connaissez tous, qui est le gold standard maintenant dans la littérature. Dès qu'on fait une technique, on la compare toujours au KJ. Donc le KJ, comme vous savez, on prend un bout une pastille osseuse rotulienne. On prend une bande aux dépens du ligament patellaire et puis un pavé osseux dans la tubérosité tibiale antérieure. Donc c'est des transplants qui font à peu près 1 cm de large et qu'on vient implanter dans le genou. Au départ, ça se faisait sous arthrotomie et puis très vite, ça s'est fait sous arthroscopie. Et puis après, ça a été un peu l'essor de la chirurgie ligamentaire du genou. Tous les chirurgiens ont publié leurs techniques avec tel prélèvement, avec tel transplant. Donc il y a eu les allogreffes, il y a eu les greffes aux ischio-jambiers, les greffes aux tendons rotuliens, aux ligaments patellaires, etc. Il y a eu plein d'études faites sur la résistance. Est-ce qu'on met des vis, est-ce qu'on met des agrafes, est-ce qu'on met des endoboutons? Et puis on a fait que des gestes intra-articulaires. Si bien que moi, par exemple, j'ai été interne de 2012 à 2017. J'ai dû voir 2-3 ténodèses latérales
on traitait que le pivot central et on s'intéressait pas plus du tout au plan ligamentaire externe. On faisait plus du tout de ténodèse. Donc il y a eu énormément de techniques publiées, mais on a un peu mis de côté la technique de Lemaire. En fait, on le faisait quand le patient avait une rupture de croisée, donc on lui disait, on lui refait un croisé, on va faire ceinture et bretelle, donc on faisait une ténodèse latérale, ou chez certains athlètes, des basketteurs pro, des footballeurs pro, etc., on disait, on va peut-être faire une ténodèse mais c'était vraiment rarissime. Et en fait, en 2013, il y a un chirurgien belge qui a fait une étude anatomique et qui a décrit le ligament antérolatéral. Et là, ça a fait un buzz dans toute la littérature, tous les congrès d'orthopédie. On parlait plus que du ligament antérolatéral. Et c'est là où on a commencé à modifier un peu les pratiques et à repenser à la ténodèse latérale. Et en fait, quand on fait un peu d'histoire, ça c'est Paul Segond. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la fracture de Segond, c'est lui qui l'a décrit. Paul Segond, en fait, c'était un gynécologue parisien, français, qui faisait un peu d'anatomie au laboratoire, et il s'est mis sur une étude cadavérique à mettre les genoux en forte rotation interne, et il a décrit cette fracture. À l'époque, il n'y avait pas de radio, hein. Il l'a décrit en 1879, et la première radio, c'est 1895. Donc c'est vraiment des études anatomiques. Et puis plus tard, après l'avènement de la radio, la fracture a porté son nom. Mais il avait déjà décrit, dans sa description, il parle d'une bandelette nacrée étendue de l'épicondyle latéral du genou et qui vient mourir sur le tibia entre la tête de la fibula et le tubercule de Gerdy. Il avait fait une description parfaite qui avait été complètement mise de côté. C'est la même équipe, l'équipe du docteur Claes, là, le chirurgien belge, qui montre en fait que la fracture de Segond, c'est un équivalent en fait de lésion osseuse. C'est un arrachement du ligament antérolatéral. Un petit peu comme quand on a une entorse de la cheville, qu'on a un arrachement osseux. C'est une forme d'entorse, mais c'est une avulsion. Et donc là, on a vraiment, dans tous les congrès, PubMed, tout ça, on parlait que du ligament antérolatéral en orthopédie. Et donc, c'est là où on s'est dit, on va peut-être faire des plasties mixtes. Et donc, on a un peu évolué nos pratiques. Et quand on regarde ça, quand on regarde l'anatomie, le ligament antérolatéral, on se rend compte qu'en fait, il a exactement le même trajet que la plastie du docteur Lemaire. Donc, c'est pour ça que ça marchait très bien, sa technique, parce que en fait, quand on a une rupture du croisé antérieur, on a toujours une rupture du ligament antérolatéral, parce que d'un point de vue cinématique, traumatologique plutôt, la lésion elle commence en périphérie, le ligament se rompt ou s'arrache si on a une fracture de Segond, puis le croisé se rompt si le traumatisme est assez fort. Et donc on s'est mis à faire des plasties mixtes, donc à refaire le ligament croisé et à adjoindre une plastie du ligament antérolatéral, faire une ténodèse latérale. Et en fait, il y a eu pas mal d'études de fait. Il y en a une flopée, là je vous ai mis vraiment les études les plus importantes avec le plus grand nombre de patients. On s'est aperçu que quand on faisait une ténodèse latérale, le risque de rupture, que ce soit un enfant, un adolescent ou un adulte, était 3,5 fois moins important. Donc c'est quand même assez important. Ça c'est la technique qu'on fait à la clinique. Donc vous voyez, ça c'est les incisions pour la ténodèse latérale. Donc là on a l'interligne articulaire, donc le compartiment fémoro-tibial externe est ici, la tête de la fibula. Là on fait une petite incision un petit peu en amont et en arrière de l'épicondyle, ça sera le tunnel fémoral. Et ici on fait 2 petites incisions. Donc là on a le tubercule de Gerdy, on se met juste derrière, juste en dessous de l'interligne et juste au-dessus de la tête de la fibula. C'est des incisions vraiment infracentimétriques. À travers ça, on va faire un tunnel. Donc on vient avec une mèche faire 2 trous dans les 2 incisions. Et puis, à l'aide d'un carré dissecteur, d'un instrument, on vient faire communiquer les tunnels pour que ça fasse comme un tunnel arciforme, si vous voulez, dans le tibia. Ici, on voit bien le prélèvement des 2 ischio-jambiers. Donc là, on a le demi-tendineux qui est là. Je ne sais pas si vous le voyez avec la lumière, mais on le devine ici. Et puis là, on a le droit interne. Donc, dans cette technique, on les laisse attachés au tibia, on les laisse pédiculer à la patte doigt, parce qu'on pense que c'est meilleur de regarder le site d'implantation, parce que c'est là où il y a les vaisseaux, où il y a la vascularisation. Qu'on se dit que la greffe sera peut-être en meilleure santé, parce que
la technique habituelle, c'est de venir les sectionner. Là, on les laisse pédiculer. Maintenant, on s'est mis également à garder le moignon du croisé. C'est ce qu'on appelle le remnant dans notre compte rendu, le moignon, le stump. Enfin, il y a plusieurs façons de l'appeler. Mais en fait, on fait notre tunnel tibial et on essaye de percer à travers le moignon restant de croisé. Parce qu'on sait qu'ici, il y a tous les mécanorécepteurs et que la proprioception va être meilleure. Ça, c'est pour vous montrer comment on fait notre plastie. Donc en fait, le droit interne, on le faufile, on le tend, et puis on replie le demi-tendineux 3 fois. Ainsi, on a 4 faisceaux pour la plastie du croisé, et puis le reste, ça va nous faire la plastie extra-articulaire, la ténodèse latérale. Ça, c'est pour vous montrer comment on fait le tunnel fémoral. Donc là, on a un genou en flexion, le tibia, fémur est là. Là, on a le compartiment externe, compartiment interne. Ici, on a la petite incision en regard de l'épicondyle latéral. Et là, dans la voie d'abord antéro-interne, on a un viseur en fait qui vient dans l'échancrure et on contrôle ainsi le point de sortie extra-articulaire et le point de sortie intra-articulaire pour vraiment placer le ligament antérolatéral exactement à sa place pour que l'isométrie soit bonne et qu'il reste tendu en flexion, enfin qui reste également tendu au cours de la flexion et l'extension. Voici un schéma de notre technique. Donc là, c'est l'étape d'après. Après avoir fait le tunnel tibial, on sécurise avec une vis. Le tunnel fémoral est là. Et puis le reste du droit interne ou du gracile, il y a 2 façons de l'appeler, qu'on garde et qui va nous permettre de faire la ténodèse. En fait, on va passer dans le tunnel arciforme à l'aide d'un système de fil relais. Et puis, on va venir resuturer ou rebloquer avec une vis. Il y a 2 façons de faire pour avoir cette ténodèse latérale. Et donc, ça revient à recréer l'anatomie, puisqu'on traite le problème intra-articulaire, la rupture du croisé, avec la rupture du ligament antérolatéral. Et ça, c'est vraiment le meilleur garant de la rupture, parce que si vous regardez sur un genou, on comprend bien que le croisé, il est vraiment en plein milieu du genou. Si on refait un croisé, on va permettre de lutter contre la translation tibiale antérieure, mais on va recréer un axe de rotation en fait. Et donc l'idée, c'est d'adjoindre une bretelle antérolatérale pour que le patient il soit bien aussi dans les rotations et qu'il puisse reprendre les sports pivots sans appréhension, sans aucune instabilité. Et donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on adjoint une plastie antérolatérale, le patient a 3,5 fois moins de chances de se re-rompre la plastie. Parce que une fois qu'on a pris les ischio-jambiers, on peut prendre, on peut faire la plastie par exemple de Kaji, mais on n'a pas non plus une multitude de prélèvements, donc on aime bien, opérer une fois c'est bien, mais 2 fois ça devient embêtant parce que la 3e fois qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend sur le genou contralatéral? Ici on n'a pas de banque en plus aux États-Unis, ils ouvrent le frigidaire et ils prennent des prélèvements. Tout ça on n'a pas, donc c'est pour ça que ça nous a paru intéressant de mettre en place cette technique. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ?